Donc, Ouais, Ashok a expliqué jusqu'à présent donc, ce qu'était Industrie et ce qu'on y faisait. Euh, on est content de te recevoir. Là, c'est notre. Alors, on a un débat entre Ashok et moi, si c'est le 15e ou le 16e webinaire, mais on va régler ça offline. Euh, T'es notre premier invité dans l'agro. C'est assez intéressant parce que si je ne me trompe pas, tu as fait une école où on chante qu'on fait pousser des carottes et des poireaux. Et toi, maintenant, c'est tu dois ça. servir. Donc, Antoine Hubert, je suis très content de te recevoir. Donc, cofondateur et président d'INSECT. Comment tu vas, tout d'abord? Écoute, ça va, ça va. Bon, Franchement, t'es hier, grosse au journée Mexique, là? sur. Pardon? T'es au Mexique, là, ou t'es en France? Non, non, je suis rentré, là, je suis en France je suis rentré quelques jours et j'étais pendant 2 jours sur Amiens, là, sur notre site, justement, avec des gros jalons là, de démarrage d'atelier hier, avant-hier. D'accord, oui, parce que tu as une belle usine en construction et là, vous commencez les tests, si je ne dis pas de bêtises. C'est la prod, donc ça a commencé il y a quelques mois et en fait, c'est un site très complexe avec une dizaine d'ateliers, donc les uns démarrent après les uns après les autres. Donc il y avait un atelier de plus qui démarrait hier. Eh ben, très bien, ben, on va parler de tout ça. Donc, merci beaucoup de prendre de ton temps. On va passer un petit moment ensemble où on va parler d'abord de toi, d'insectes, on va parler de protéines, on va parler évidemment d'Industrie 4.0, car c'est un sujet qui nous tient à cœur. Mais Ouais. tu l'as compris, la première partie, c'est on va déjà parler de toi. Alors, je sais que tu es plutôt un homme discret et tout est sur ton profil LinkedIn, mais est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu as fait avant de te lancer dans Insect et le chemin qui t'a amené à, un, l'entrepreneuriat et deux, la protéine animale? Bien sûr, mais merci encore pour l'invitation à tous les deux et bonjour à tous. Moi, je suis enfin, je suis agronome de formation, ingénieur agro. J'ai fait ça parce que je voulais travailler dans l'environnement et tout ce qui était protection de la nature. Je me destinais à être plutôt scientifique, chercheur. Je voulais être dans un labo, travailler sur tout ce qui était plutôt biologie animale, puis au fur et à mesure de mes études, plutôt écosystème, parce que c'était, je trouvais, l'échelle, on va dire, biologique la plus intéressante pour voir toutes les interactions entre espèces. Au début, j'étais plus sur la cellule, et puis voilà, monter à vraiment l'interface entre tous les animaux, végétaux dans un écosystème donné. Je trouvais ça passionnant comme travailler sur les interactions et surtout l'impact humain sur cet écosystème. Et plusieurs stages, plusieurs expériences professionnelles, du coup, dans des centres de recherche dans les Antilles puis en Nouvelle-Zélande, et qui m'ont amené à découvrir qu'on pouvait utiliser non pas seulement qu'observer, essayer de protéger, mais utiliser certains organismes vivants du sol, notamment, qui sont les vers de terre, pour recycler les déchets organiques. Ça s'appelle du biomimétisme. C'est reproduire ce qu'ils font dans la nature finalement pour en faire des nouvelles technologies plus respectueuses de l'environnement, là, pour le traitement des D'accord. déchets. Et Ouais. rentrer de Nouvelle-Zélande, j'ai commencé à taffer sur ça. J'ai commencé plutôt à mettre au point, enfin, à lancer une association avec quelques amis pour sensibiliser les jeunes dans les écoles, et pas que dans les écoles, à utiliser les vers de terre pour faire qu'on appelle du lombricompostage, pour recycler les déchets organiques de table, de cuisine, pour reboucler le cycle, et pas de l'agriculture de saison urbaine. Ça, c'était en 2007, donc il n'y avait pas encore beaucoup d'initiatives dans le sujet. Ah, c'est clair, Et, ouais. euh, T'étais précurseur, hein. et après, en fait, c'est cette association-là, en parallèle de mon boulot de consultant en environnement dans le monde de l'industrie, justement, j'ai commencé à bosser dans l'oil and gas, justement. Je voulais comprendre comment une des industries les plus polluantes aussi fonctionnait de l'intérieur. C'était important, je trouvais, plutôt que de rester externe. Et j'ai Ouais. découvert des gens super, des gens engagés qui voulaient essayer de changer les choses de l'intérieur. Mais des vrais enjeux, des vraies problématiques. Ça m'a, comment dire, fait mon premier contact à l'industrie. J'ai beaucoup aimé et j'ai commencé après à travailler sur les biocarburants, les bioplastiques, les bioraffineries, aussi dans ce monde du oil and gas, qui m'a reconnecté à l'agriculture, l'amont, pour justement qui te fait pousser des cultures pour les transformer en carburant ou en biocarburant, en bioplastique. Et ce qui, en parallèle de mon travail associatif, a amené en fait sur les vers de terre, je sais pas, à un moment ou à un autre, découvert le sujet des insectes alimentaires, les insectes alimentaires, parce que j'avais beaucoup travaillé sur les insectes en protection
on va dire autour des cultures pour essayer d'utiliser moins de pesticides dans mes études, mais pas en termes de système alimentaire. Et en fait, c'est assez proche de l'idée des vers de terre. Et de fil en aiguille, on a commencé à en parler dans l'association. On a développé des jeux pédagogiques. Et puis, il y avait un de mes collègues de départ, c'est Alexis Angot. Et il avait des copains qui voulaient lancer une boîte. Et puis, ils ont commencé à parler d'insectes. Ils se sont dit qu'est-ce qu'il y a un truc à faire justement au-delà de l'association. Et voilà, ça s'est pas fait en un claquement de doigts, mais des mois et des mois de réflexion, de lecture. À un moment, c'est un truc à faire en plus que juste sensibiliser les gens à recycler leurs déchets organiques, voire utiliser des insectes pour les manger. En fait, il y avait la possibilité de produire pour avoir plus d'impact, de lancer un système de production vraiment à grande échelle qui contribuerait à répondre aux gros enjeux autour du climat et de la biodiversité dans l'agriculture et l'alimentation. D'accord. Et il y a eu un. Donc, toi, ce que tu es en train d'expliquer, c'était un processus lent. Il n'y a pas eu un aha moment. Tu t'es dit. Non, OK. non, Et non, parce que pas de révélation. ouais, Pas depuis de révélation. 2007, tu as lancé une secte en quelle année? En 2011, je crois, 2012? On a déposé les statuts fin 2011 pour faire une demande d'appel de financement, un appel à projet national en consortium avec plein de labos de recherche, qui était la première étape, parce que quand tu connais rien, tu dois d'abord créer une crédibilité scientifique pour mieux comprendre ce que quand tu es dans la deep tech, comme on dit aujourd'hui, c'est la science avant tout, et là c'est de la biologie, donc il fallait mieux comprendre la biologie. Donc on a monté un projet avec des chercheurs, et en fait on a déposé, c'était notre première victoire, parce qu'on a remporté cet appel à projet quand même très sélectif, avec tous ces labos qu'on a réussi à convaincre à bosser avec nous. Et voilà, 2011, la boîte, elle a vraiment du coup démarré vers l'été 2012, qu'on a intégré l'incubateur d'Agoranov dans Paris, qui est vraiment dédié au deep tech. Et c'est là qu'on a recruté nos boulots respectifs avec mes trois associés, mi-2012. Alors, moi, enfin, je suis un peu dans l'entrepreneuriat. Je vois déjà la difficulté quand tu es entrepreneur d'aller lever des fonds, ou en tout cas de mobiliser des ressources quand tu veux faire ne serait-ce qu'un SaaS B2B, un truc relativement basique et connu. Mmh. Quand tu vas voir alors des labos, quand tu vas voir des investisseurs, quand tu vas voir en 2011, en leur disant, écoutez, moi je veux utiliser les insectes pour faire de la protéine animale et on doit te Mmh. regarder un peu bizarrement, non? Alors, les labos, moi, venant de l'agro, j'avais quand même pas mal de réseaux aussi dans les labos. Et donc, on a réussi. C'était très vite, les scientifiques sont curieux et ont envie de trouver c'est un nouveau sujet de recherche. Donc, très vite, les experts de l'alimentation, enfin, des poissons, des volailles qui travaillent sur améliorer leur nourriture, ils étaient tout de suite très partants. Ceux qui sont travaillés sur la biologie des insectes, on leur a dit, pour une fois, on va enfin bosser pour élever, cultiver les insectes, plutôt les faire grandir, plutôt que les tuer dans les champs avec des pesticides. Donc, il y a eu quand même assez vite un intérêt très fort à la communauté scientifique. Il fallait juste qu'on soit, nous, crédibles en face et qu'on arrive à faire le lien entre tous ces labos-là. Mais il y a eu une vraie énergie positive assez rapidement. Mais l'enjeu, après, c'est sortir justement du labo pour ne pas dire que c'est juste un projet de recherche fondamentale, entre guillemets. C'est Donc, pas que, ouais, c'est ça, aller vers c'est pas que, Hmm. C'est ouais, pas c'est pas l'INRA, que quoi. la recherche deep. Il y a un moment, il y a des applications concrètes. Ça t'a pris Exactement. combien de temps, ça, pour passer du stade de recherche à vous avez trouvé les applications concrètes et surtout on vous autorise à le faire parce que c'est pareil, j'imagine que d'un point de vue santé publique, d'un point de vue normalisation, etc., ça ne devait pas être évident parce qu'il devait y avoir juste rien Bah, dans les insectes. il n'y avait rien, c'est ça. Enfin, le sujet dans notre cas, et ce n'est pas le cas forcément pour toute l'industrie, ou l'industrie 4.0, c'est que là, on crée une toute nouvelle chaîne de production, une chaîne de valeur complète quasiment de A à Z. Donc, tu as des enjeux, dans les enjeux technologiques, tu as beaucoup de briques technologiques, ce n'est pas qu'une seule, on peut en revenir, c'est toute une chaîne. Mais tu as aussi tous les enjeux de créer la catégorie chez les clients, tu as aussi toute la catégorie dans le monde réglementaire, la catégorie chez les chercheurs, chez les investisseurs. Donc en fait, on a dû finalement en 10 ans créer tout un écosystème et ça a pris au moins 10 ans. Donc là, au début, bon, ça commence à dater, donc je ne me souviens pas de tout, hein, ça fait justement plus de 10 ans, mais grosso modo, là, on a le 2012, 2013, quand on était à l'incubateur à Goranov, c'est là qu'on a, au-delà du projet de recherche qui a été lancé, donc il fallait, ça c'était plutôt scientifique, business, on a eu les premières aides. Je crois que la toute première aide, c'était encore au Zéo, c'était même pas des pays, donc on fait un peu dinosaure quand on fait Ah oui, ça. oui, oui, c'est ça, oui. C'était une aide d'étude de marché, pour financer avec un cabinet de conseil pour faire une première étude de marché sur les protéines.
issus d'insectes. Bon, dans quel marché ça peut rentrer? Donc, pour mieux commencer à avoir des données, des billes de taille de marché, hein, ces fameux TAM, quoi, Target Addressable Market. Et commencer aussi à faire des analyses dans les labos. Dans le cas du projet de recherche, on pouvait commencer à regarder aussi la composition du produit. C'est-à-dire qu'on avait à ce moment-là, on commençait à screener une dizaine d'espèces d'insectes. On avait mis deux en avant, le scarabée qu'on a aujourd'hui, puis la mouche soldat, qui est bien connue aussi dans ce secteur. Et puis on a commencé à faire des analyses, parce que pour comprendre, il faut savoir ce que c'est le produit, sa composition, et ensuite voir dans quoi il rentre, à quoi il correspond en termes de besoins nutritionnels pour un poisson, pour un poulet, par exemple. Et donc, ça demandait quelques données. Donc, on a eu des premiers financements comme ça, d'Oseo, de la région, et qui nous ont permis de faire ça. Et les premières aussi études brevets, qui est hyper important. Et c'est avec ces éléments-là, les cartographies de marché des brevets, et le début de base scientifique avec des débuts de bilan de matière, qui nous a permis de lever un premier tour de table en 2014, février 2014, avec Déméter, qui est donc un fonds incontournable. Et comment on a réussi aussi, c'est qu'on a dû rentrer dans leurs chaussures pour leur faire comprendre ce qu'on faisait, parce qu'en fait, si on parle d'insectes, ils ne comprenaient pas du tout. Bon, on leur a dit, écoutez, on est une biotechnologie qui est au sein d'une bioraffinerie, qui transforme de la biomasse, différentes chaînes de biomasse, pour en faire des produits alimentaires et non alimentaires. Et ça, ils ont compris, parce qu'en fait, c'est tout ce qui se faisait, justement, ce que j'avais découvert avant dans l'oil and gas, c'est ce monde où tu as des bactéries, des champignons, des algues que tu utilises et qui te transforment des différents flux de biomasse, hein. Ça peut être des déchets de table, ça peut être des déchets agricoles, ça peut être des boues de station d'épuration, enfin bref, tu as plein de flux différents, et qui te font soit des carburants, soit des protéines, soit je ne sais pas, des biomatériaux. Donc ça, c'est un concept qui était quand même connu depuis quelques années. Et donc, on est rentré dans ce cadre conceptuel qui leur permis de comprendre et de se dire, attends, moi, j'ai déjà investi, par exemple, chez Fermental, qui était à ce moment-là une des boîtes qui commençait à bien émerger sur cette bioéconomie, quoi, avec des microalgues. Il y en avait d'autres chez eux. Et en fait, ils ont réussi comme ça à faire un parallèle. C'est comme quand on développe un outil SaaS ou autre, au moins, même si c'est une nouvelle verticale, les investisseurs, ils ont quelque chose de concret pour comparer, quoi, des métriques. Et ça a permis de faire ce premier tour de table là, début 2014. Et après, le deuxième, rapidement, fin 2014, avec un autre fonds, singapourien, pareil, sur ces idées de protéines. Et alors, tu parlais de brevets, mais on est sur le vivant, là. J'imagine que le scarabée, alors il s'appelle quoi? Le scarabée molitor, c'est ça? Un scarabée molitor, ça se brevette? Non. Qu'est-ce que tu Non, brevettes? le vivant se brevette pas, et heureusement, c'est très bien comme ça. Il y a certains semenciers y arrivent, hein, mais… En fait, dans le végétal, tu as mais c'est une autre catégorie, en fait. C'est pas vraiment un brevet, c'est encore une autre catégorie, mais qui existe dans le végétal et qui n'existe pas dans l'animal. En fait, après, ce que tu développes, c'est de la génétique. On est en train de faire, mais tu vas développer des souches par du croisement. Et après, simplement, tu vas garder cette souche-là, mais elle n'est pas brevetée. Simplement, c'est un savoir-faire secret. C'est ta souche, et après, tu peux choisir de la valoriser, mais tu ne peux pas, si tu la perds, entre guillemets, et quelqu'un la trouve par terre, il peut l'utiliser. Donc, nous, ce on a compris assez rapidement, c'est accompagné d'un super cabinet qui s'appelle Santarelli à Paris, où je recommande à tout le monde dans l'industrie. Ils sont vraiment très, très pointus. Et on les bosse toujours avec eux. Qui est déjà, dans beaucoup de domaines, au fur et à mesure qu'on grandit, on change d'accompagnement à tout niveau sur tous les sujets. Eux, pour le coup, ils sont toujours là, avec nous après 10 ans. Et donc, tu as des brevets sur les procédés, les équipements, la façon de produire, d'élever, de transformer des insectes. Tu as des brevets sur les produits qui sont les plus forts, les brevets produits. Donc, sur le produit fini, parce que nous, on vend des produits finis qui sont à la sortie des fermes verticales, qui sont des ingrédients, donc des poudres, des liquides, des petits granulés quand c'est des engrais. Donc, en fait, c'est des matières premières qui ont aucune composition, et donc on brevette une composition, c'est-à-dire au moins 60% de protéines, moins de tant de pourcents de minéraux. Donc tu protèges des bandes, grosso modo, et sur plusieurs espèces que tu déposes, tu fais des recherches, nos équipes des analyses, et comme ça avec plusieurs analyses de plusieurs espèces, donc tu peux élargir le spectre des espèces protégées et avoir un brevet comme ça encore plus fort.
Et ça, c'est quelle que soit la technologie, c'est le produit. Et après, tu as les brevets applications qui sont les bénéfices de ton produit dans des applications données. Comme nous, on a des bénéfices très forts en termes nutritionnels ou santé, de réduction de mortalité sur des poissons, d'augmentation de rendement sur des plantes. Et ben, tout ça, tu peux breveter ces bénéfices-là qui sont finalement un moyen de protéger ton marketing et de dire que tu peux, c'est que toi qui peux claimer ça sur du packaging chez tes clients. Même tes clients doivent finalement, entre guillemets, donner un prix à ça pour le mettre en avant sur leur packaging vis-à-vis de leurs propres clients. Quand c'est un producteur d'aliments qui va le vendre après à un éleveur, eh ben, il doit pouvoir, s'il veut le valoriser, il faut que finalement il intègre et qu'il la valorisation de ce brevet. Donc c'est tout ça, et on a une grosse politique, brevets depuis le début, et là on en a à peu près 400 brevets, et de loin le premier, on a à peu près la moitié du portefeuille mondial du secteur. Et en termes de puissance aussi, il y a des indicateurs qui montrent, on a une avance sur le nombre de fois où nos brevets sont cités et autres. C'est même plus que 2 fois, c'est 5 à 10 fois au-dessus des suiveurs, quoi. Donc, C'est- la Ce qui est, construit, ce qui ça, est- c'est hyper important. ce qui est super intéressant, c'est que tu as réussi ce que beaucoup de chercheurs essayent de faire, c'est-à-dire de sortir du labo et de faire et d'industrialiser tout ça. Alors, souvent, on dit les chercheurs européens sont très très forts, mais c'est les Américains qui industrialisent. Et là, toi, tu as réussi à faire tout ça en France. Euh, et ce que je note aussi, c'est qu'en réalité, tu vends pas du scarabée, tu vends un produit transformé. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner rapidement à la fois les bénéfices environnementaux d'une telle production? Ouais. Parce que pourquoi pas continuer avec, je sais pas, de la farine animale Ouais. telle qu'on a pu le connaître par avant? Et ensuite, ce que ça peut apporter de plus éventuellement chez vos clients? Et quels sont-ils? Juste pour qu'on arrive aussi à matérialiser un peu tout ça. Donc nous, on a avec donc élèves des scarabées dans les fermes verticales, ils mangent eux-mêmes des déchets, des coproduits ou des sous-produits alimentaires depuis des écarts de production du champ quasiment à l'assiette, même si là, il y a des éléments réglementaires, on ne peut pas tout utiliser, mais on fait des recettes pour les nourrir. Et on les élève, on a des adultes qui pondent des œufs et qui permettent de grossir des petites larves aussi, on transforme des grosses larves, donc l'équivalent d'un poulet dans la volaille. Et que quelques pourcents de ces grosses larves, on les maintient pour refaire des nymphes, pour refaire des adultes. Et on a un cycle comme ça qui est de colonie mère, continue, qui tourne. Et puis à côté, on transforme 95% du flux. Donc tous les jours, sachant qu'à chaque là, nous, on est en plein démarrage, par exemple, sur Amiens. Donc là, on est plutôt en train de monter le cheptel, on ne transforme pas, jusqu'à atteindre une capacité suffisante pour transformer. Donc dans l'atelier suivant, qui sont une usine agroalimentaire assez classique où tu fais de la séparation, tu cuis, la cuisine, quoi. Hein. Tu chauffes, tu cuis, tu écrases, tu sépares, comme dans un Thermomix, quoi. Tu vas Ouais. centrifuger, tu vas sortir des huiles. Et tu vas pas avoir différents types de protéines que tu vas, soit des protéines que tu vas sécher, soit tu vas plutôt garder en liquide, tu vas congeler, tu vas texturer, ça dépend des besoins des clients. Et les marchés derrière sont sur toute la chaîne alimentaire. Donc d'abord, on a le marché de la nutrition végétale, donc les engrais. Ça, c'est les déjections qu'on récupère dans l'élevage au fur et à mesure. D'accord. De la poudre sèche, contrairement aux lisiers, porcs, volailles, qui sont Ouais, ouais. très liquide et très odorant. Nous, c'est de la poudre sèche qui n'a quasiment pas d'odeur et donc on stérilise et qu'on met sous forme de granulés qui peut remplacer donc, des engrais minéraux. Il pourrait Ouais. aussi être mis dans des unités de biogaz ou brûlé, parce que ça a un très fort pouvoir calorifique et méthanogène. Mais justement, en Ah termes ouais? de valorisation économique et environnementale, on a démontré que c'était plus intéressant d'être dans une valorisation en grec, méthane ou C'est-à-dire que même les déchets même centrale les biomasse. déchets de vos colonies sont valorisés, quoi. C'est top. Nous, on considère que ce n'est pas des déchets, c'est de l'engrais, quoi. C'est des Ouais, déjections. Ça ouais, a ouais. toujours Non, mais été, comme tout c'est. animal, c'est un engrais. Et c'est plutôt, on est en train de voir, là, si on ne peut pas même valoriser, on a des déchets il peut y avoir des écarts à un moment de ce qui est vraiment pas mangé. Au bout d'un moment, tu l'enlèves, que tu nourris, tu recycles ce qui a été nourri, qui n'a pas encore été nourri. Au bout d'un moment, tu le mets de côté pour avoir des développements microbiens. Et tu as toujours un peu de mortalité aussi dans ton élevage, quel que soit l'élevage, hein, que ce soit des poissons, des poulets. Ouais. Donc ça, par contre, on est en train de voir que cette quantité-là, elle pourrait être brûlée sur place pour faire une unité de masse et nous permettre de baisser encore nos consommations d'énergie externe. Parenthèse. Mais donc les produits finis, ça c'est l'engrais. Donc on remplace des engrais minéraux et on a fait plein d'études avec l'INRA, avec des centres de recherche dans le vin, dans le Bordelais,
qui ont montré qu'on pouvait remplacer 100% l'engrais minéral avec autant de rendement. Aussi, et ça, c'est que les engrais organiques sont plus lents en termes de cinétique dans le sol et d'absorption par les racines. Mais en plus, même dans certains cas, des augmentations de rendement, c'est-à-dire à la fin, plus de colza, plus d'huile de colza, plus de vigne, plus de développement des grappes, etc. Donc, on a quelque chose qui est hyper intéressant là pour les agriculteurs, depuis voilà, vigne, maraîchage, grande culture, jusqu'au particulier, parce qu'on a un client qui le vend dans certaines jardineries et que la montée en charge, bientôt, j'espère qu'on aura dans toutes les jardineries de France le produit disponible pour les particuliers. Et donc, c'est un engrais qui est bio, qui est organique. Voilà. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Et après, tu as la partie de l'insecte qui fait des huiles et des protéines. Ça va dans nourrir les animaux d'élevage, les animaux domestiques, les chiens et les chats, ou l'alimentation aussi humaine maintenant. Et là, c'est des gains qui sont, tu vois, les gains environnementaux sont très forts. Le plus fort, c'est dans l'alimentation humaine. C'est-à-dire que par rapport au bœuf, par rapport au lait, par rapport au porc, l'agneau et même la volaille, c'est entre eux. La volaille, je trouve que c'est 10 fois moins de carbone, jusqu'à 40 fois moins de carbone que le bœuf. Pour l'eau, c'est à peu près pareil. C'est plus le porc qui consomme plus d'eau d'ailleurs, c'est 40 fois moins de consommation d'eau que le porc. Et en utilisation de terre aussi, c'est le même ordre de grandeur, parce qu'on verticalise beaucoup plus que l'espace, donc on utilise beaucoup moins d'espace unitaire. Donc, tu as tous ces éléments environnementaux, mais ce n'est pas comme ça qu'on a vendu nos produits chez nos clients. Aujourd'hui, on a près de 200 millions de contrats signés. C'est parce que les clients, ils sont grosso modo, jusqu'à pendant très longtemps de la partie environnementale, ce n'était pas le sujet. Ça ne pouvait pas être un moyen de négocier un prix supérieur. J'ai bien compris. Par contre, on est premium parce qu'on a démontré soit les animaux avaient les poissons, les poulets, moins de mortalité, une croissance plus rapide, les plantes qui grandissent plus vite aussi, plus de rendement. Pour les chiens, les chats, c'est hypoallergénique, tu as moins de développement de maladies de peau, tu as une meilleure digestibilité, donc tu as et aussi moins de développement bactérien et autres. Donc, ton microbiote. Donc, tu as plein d'avantages techniques et santé et que les clients peuvent valoriser beaucoup mieux. Et c'est ça qui nous a permis d'ouvrir la porte des clients. Et en termes de coût, en apport calorifique, calorifique équivalent, c'est plus cher, c'est moins cher, c'est le même coût? En fait, c'est pas le calorifique que tu vas regarder, c'est vraiment le cost in use à la fin, c'est combien je fais effectivement de poissons. Et si je fais des poissons aussi qui grandissent plus, tu fais plus de poissons par cycle et par année, aussi je fais plus de plantes à la fin, et ben en fait je paye un produit qui est facialement qui est plus élevé peut-être, mais qui à la fin peut justement t'amortir mieux. Tu as un ROI, tu as un coût facial supérieur, mais tu as un ROI supérieur aussi, donc tout va bien. Chez le client, donc il peut se. Oui, chez le client final. Je trouve ça assez passionnant. Je ne pensais pas qu'un jour je pourrais me passionner sur un scarabée monitor, mais c'est vrai que ce que vous avez fait est quand même dingue. J'ai le souvenir qu'il y a un an ou deux, la Commission européenne a accepté que ce soit utilisé pour l'alimentation humaine. Tu le sais mieux que moi, tu connais les dates. Ça, sur la réglementation, justement, ça a été un autre énorme frein. Ah oui. C'est quand on s'est lancé, on ne pouvait quasiment rien vendre à part pour les chiens et chats. Quand ce n'était pas très clair. Et au fur et à mesure, on a dû faire des efforts pour ouvrir les marchés. Donc, on s'est rassemblés avec les 3 premiers collègues qu'on connaissait, qui étaient dans les premiers, on était 4. On a créé une interpro à Bruxelles, juste à 4, suite en fait à une grande conférence faite par la FAO, l'ONU pour l'agriculture et l'alimentation à Rome. On s'est dit, qui était déjà plutôt la partie scientifique, qui a incité vraiment le secteur privé à se regrouper, parce que un gros sujet va être réglementaire et c'est à vous de le faire. Et à vous de vous rassembler, donc comme une filière. Et donc, on s'est créé un début de filière embryonnaire à 4. Et aujourd'hui, cette interpro qui s'appelle l'IPIF, la plateforme interprofessionnelle insectes, alimentation humaine et animale, c'est 80-90 membres. Bruxelles, ça fait 10 ans presque qu'on existe. Moi, je l'ai lancé et j'ai été président de cette interpro pendant des années. Et donc, je passais beaucoup de temps à Bruxelles et on a découvert plein de choses et on a commencé à travailler avec un cabinet de conseil local qui connaît tout le monde. Au bout d'un moment, j'avais réussi à convaincre mes collègues de payer un petit peu plus notre adhésion, on va dire, à l'année.
pour débaucher le consultant, qui soit secrétaire général à plein temps, et ce qui nous a permis d'accélérer à ce moment-là les négociations avec la commission, qui a permis d'aboutir à l'ouverture du marché des poissons en 2016-2017. Et puis après, en 2021, beaucoup d'évolutions positives, où il y a eu l'ouverture des marchés du porc et des volailles, mais aussi l'ouverture de la partie engrais, les déjections dont je parlais à l'instant. Et enfin, l'alimentation humaine en 2021, donc les premières autorisations. Et pour l'alimentation humaine, ce n'est pas un marché en entier, mais c'est produit par produit. Et donc là, il y a eu des premiers produits en 2021, et puis en 2022, le nôtre était en 2023, là récemment, début d'année. Donc voilà, on commence à avoir des nouveaux. On est capable aujourd'hui de vendre à peu près dans tous les marchés qui nous intéressent. Ouais, tu sais ce qu'on dit, hein, les Américains font du business, les Asiatiques copient et les Européens réglementent. Ouais. Est-ce que aujourd'hui, le fait que la Commission européenne vous ait donné des avis favorables et changé sa réglementation fait que les autres marchés vont tomber rapidement ou il faut tout reprendre à zéro à chaque fois? Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment c'est que l'Europe aujourd'hui, du coup, la réglementation est un frein, mais en même temps, il y a plein de pays où il n'y a pas non plus de réglementation. Donc là, l'Europe est la zone, et donc la plus grande zone au monde où il y a une réglementation positive, et ça a un avantage concurrentiel. Aux États-Unis, c'est pas encore tout, c'est loin encore que tout soit autorisé. Il y a des démarches en cours, et c'est plutôt des démarches individuelles. Et après, c'est pays par pays, donc ça peut prendre beaucoup de temps. Donc, il y a des pays où il y a pas trop de sujets, où les gens mangent déjà des insectes, mais même quand tu manges des insectes dans un pays, ça ne veut pas dire que c'est un insecte traditionnel que tu manges en Thaïlande ou au Vietnam, ça ne veut pas dire qu'un produit à grande échelle est autorisé, je sais pas, pour nourrir les poissons ou nourrir les plantes. Donc, tu peux quand même avoir des démarches à faire individuellement. Donc oui, tu as quand même beaucoup de choses à refaire, mais au moins, tu as comment dire, tout le framework européen qui existe. Et donc, il y a plein de gens qui sont dans d'autres pays, notamment en Asie, qui essayent d'exporter en Europe. Et donc, du coup, ils sont obligés de suivre la réglementation européenne. Donc, elles servent d'exemple et de support aussi à d'autres pays à développer leur propre système réglementaire. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que j'ai l'impression que alors vous auriez pu rentrer dans une compétition débile avec des Innovafi, des Gronitrice, etc., enfin tous les autres du secteur. J'ai plutôt le sentiment que vous êtes rentré en. Alors, je ne sais pas si c'est de la coopétition, je ne sais même pas d'ailleurs si vous êtes vraiment compétiteur, mais vous avez réussi à unir vos efforts, ce qui est pareil, ce qui est une marque d'intelligence, mais on ne voit pas ça si souvent. Bah, en fait, ça c'est. En fait, toute filière bosse ensemble sur plein de sujets. Les grands, ils ont toutes leurs interpros nationales Ouais. et européennes. Mais c'est vrai que quand tu démarres, toi, une filière, ben, tu n'as pas forcément le temps de faire ça, dédier du temps à ça, parce que tu es déjà sur ta technologie, sur ton produit, go-to-market. Enfin, tu as plein de choses à faire. Alors, faire du lobbying. Nous, la chance qu'on avait, finalement, c'est qu'on était quatre. Donc, déjà, moi, je pouvais plus me concentrer sur ces sujets de la lobbying réglementaire et de négociation, alors que j'avais Alexis qui gérait plutôt toutes les fonctions support, la finance, et Jean-Gabriel et Fabrice plutôt sur les sujets techniques de la R&D à la production. Donc, ça permettait déjà de se répartir un peu les sujets entre nous. Mais c'est essentiel. Et en fait, on se rend vite compte, effectivement, si on est tous impactés et qu'on peut revendre rien, quasiment, tu as tout intérêt à collaborer. Donc, tu as plein de sujets non compétitifs. Donc, les marchés, la réglementation en est un. Là, maintenant, on travaille quasiment tout est ouvert. Il y a encore d'autres sujets, hein. Le cahier des charges bio, agriculture bio pour les protéines n'existe pas encore. Il y a des discussions en ce moment à Bruxelles. Mais après tu as des efforts, après même de défense du secteur dans le long terme, genre faire suffisamment d'études sur les bénéfices environnementaux en fait, qui permettent d'avoir des données communes, des données qui rentrent après dans tous les systèmes de mesure des analyses de cycle de vie, des bilans carbone, si vous connaissez les scopes 3, tout ça, bah, chez vos clients, qui puissent avoir accès à des données anonymées pour aussi rentrer, je veux faire des essais, je veux mettre ma protéine d'insecte. Donc, dans ma donnée, voilà, j'ai des outils qui existent, et ça, c'est des négociations qui se font. Et donc, tu as besoin de faire ce travail de promotion permanent et de communication autour de tes produits, l'intérêt de ta filière. Donc ça, c'est du travail au long cours. Il faut vraiment le faire. Il y a plein de secteurs où il n'y a pas besoin, quand on démarre, qu'il n'y a pas de blocage. Mais même quand il n'y a pas de blocage, à un moment ou à un autre, il vaut mieux travailler en commun, parce que tu peux avoir des problèmes d'acceptation par des différentes communautés, et que tu devras juste défendre ton secteur. Et en fait, pour jouer en groupe, tu ne peux pas aller tout seul au ministère ou tout seul à la commission.
Donc, tu Ouais. montres que tu as un poids collectif qui représente une filière et donc des emplois, des enjeux communs. Le gouvernement ou Bruxelles ne va pas juste aider une boîte. Donc, Ah ouais, non, mais le collectif, il est important. Alors, nous, au début, on avait un énorme intérêt. Là, ça grossit pas mal. Tu pourrais dire que les intérêts commencent un peu plus à diverger, mais il y a quand même toujours une base. Et on bosse pas si mal, effectivement, même si c'est moins une question de survie, parce qu'aujourd'hui, les marchés sont là, mais c'est une question de continuité, ouais. juste avant de basculer sur les aspects production, parce que tu connais notre public, il est très prod. Une dernière question. Quand on voit là, les gros acteurs du secteur, ils sont essentiellement français. Ouais. Il y a une cause racine à ça. C'est un hasard. C'est quoi qu'il y avait à Euh, l'intérieur. non, moi je pense que c'est pas. Alors déjà, c'est pas un hasard parce que l'Europe et avec l'Asie, mais donc beaucoup plus unifié, le continent le plus dépendant des importations de protéines. Donc il y a eu structurellement une politique très forte d'innovation au niveau européen, donc dans les appels à projets de recherche justement européens et nationaux, pour soutenir la production plus locale de protéines, qui réduit les importations et les protéines plus durables. Protéines, mais des huiles aussi, toute l'alimentation. Donc en fait, on cochait tous ces cadres plutôt géostratégiques qui infusent dans les projets de recherche, comme le premier qu'on a remporté en 2012 en France. Donc, il y avait déjà ça. Donc, tu avais un terreau favorable par rapport à d'autres qui sont moins exposés. L'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud sont majoritairement exportatrices. Euh, et l'Asie est plus éclatée. Il n'y a peut-être pas forcément toute cette politique-là. Et ensuite, bah, la France est un des plus grands pays agricoles au monde et a des centres de recherche parmi les. L'INRAE, c'est le deuxième, troisième ou quatrième au monde, on va dire, dans le domaine de Ouais. l'agriculture et de l'environnement. Tu as des puissances de formation, tu as beaucoup de recherches déjà sur ces sujets-là. Et puis après, tu rajoutes la couche de la tech et de la French Tech que tu as en France, que tu as avec des soutiens que tu as aussi en Angleterre, en Allemagne, donc aux Pays-Bas moins. Mais donc, tu as toutes les initiatives d'innovation qui ont fait que tu as énormément de financement. Et la France, ça fait beaucoup, notamment depuis quelques années sur l'industrie, la deep tech et pas que sur la tech conventionnelle. Et donc, tout ça, voilà, tu as cette combinaison de soutien en startup de BPI qui fait un travail de fond exceptionnel avec le croisement d'une compétence historique majeure sur toute la chaîne, depuis les agriculteurs jusqu'au chef Michelin. Tu as toute la chaîne où tu as des grands groupes dans tous les domaines et donc tu as tout un écosystème de sous-traitants et qui est très performant. Et tous les chercheurs, les universités et ces financements-là publics sur la relocalisation et l'impact qui fait que c'est assez naturel que tu vois, tu as des leaders. Ça fait grosso modo, c'est des Néerlandais, les Français qui ont mené la danse pendant très longtemps. Au début, c'est plutôt les Néerlandais qui étaient les premiers D'accord. et qui étaient les plus avancés. Nous, on était les seuls à ce moment-là. Il y avait une majorité de Néerlandais et quelques Allemands. Et au fur et à mesure, les Français, le contingent français au sein de l'IPIF a monté aujourd'hui largement le premier devant les Néerlandais. Et puis nous, on a racheté un des deux plus gros Néerlandais il y a 2 ans. Et donc, la bascule s'est faite plutôt côté français. Parce que nous aussi, je pense en étant les premiers, on a contribué à sensibiliser l'écosystème, notamment bancaire, Ouais. investisseurs. Et du coup, voilà, ça crée aussi tout un écosystème favorable là, qui comprend déjà les enjeux. Et dans un écosystème comme ça, il n'y a jamais qu'une seule boîte. Donc, c'est très bien. Et en plus, comme Ouais, nous, non. on n'est pas directement concurrents, de manière à aussi, là, on va dire, coïncidence entre guillemets, dans les insectes, c'est un monde très large et en réalité, tu as plusieurs sous-catégories. Nous, on est dans les scarabées, mais beaucoup sont dans la mouche, comme là, tu parlais d'Agronutrice et Innovafeed, et d'autres sont dans les grillons. Ces trois grandes catégories, c'est comme si tu comparais des porcs, des volailles et du bœuf. En fait, Ouais, c'est ça n'a rien à trois voir. animaux, mais ça n'a rien à voir en termes de la technologie. Il y a un tronc commun, mais elle diffère quand même pas mal. Il y a des gros enjeux technologiques assez différents. Et les produits sont assez différents aussi, mais ils rentrent dans des mêmes cases, on va dire, moins Ouais, ouais. réglementaires et de position en général. Donc, on ne se marche pas trop sur les pieds, nous, entre nous. Après, entre acteurs de mouche, beaucoup plus. Mais on est Normal. toujours à se compléter. D'accord. Tu nous disais, on va passer maintenant un peu sur la partie prod. Donc, si j'ai bien compris tout à l'heure, le cycle de production, c'est tu as une colonie mère qui commence à faire des petits qui se reproduisent et ça te crée un flux de scarabées qui ensuite lui-même est retraité donc tu me parlais d'une cuisson, tu me parlais d'un tri, ensuite de transformer en huile pour éventuellement ensuite le packager. En gros, c'est le process, c'est ça? Ouais, c'est ça.
c'est ça. Ouais, c'est D'accord? ça. Tu as la reproduction. En fait, tu as plusieurs, contrairement à la filière volaille ou poisson ou aux mêmes cultures végétales, tu as où il y a les gens qui font les semenciers, ou les gens qui font la génétique, et puis tu as ceux qui grossissent vraiment les poussins, puis après ceux qui font les poussins, après ceux qui font du poussin au Ouais, poulet, ceux qui font l'abattoir, la transformation, et tous ceux qui font les services autour de la nutrition, l'apport alimentaire, le service vétérinaire, etc. Et nous, on a tout intégré. d'accord. Voilà. Aujourd'hui, tu as alors c'est une usine ou une pré-usine, je ne sais pas, je crois que c'est vers Grenoble, non? J'ai une bêtise? Ton labo actuel, il est où? Mm. Pas, Alors, le pas labo, Amiens, hein? le centre de recherche, à Évry, en banlieue parisienne. Et la D'accord? première ferme aujourd'hui qui tourne depuis 7 ans est dans le Jura à Dole. Donc, on a une À ferme Dole. qui C'était dans les vend montagnes, déjà c'est pas mal endroit. depuis 7 ans. Ouais, c'est un peu plus au nord. Ouais, Des produits qui a permis d'avoir beaucoup de contrats, de valider la technologie à l'échelle et qui est un vrai site de production aujourd'hui. d'accord. Voilà. Et là, ça y est, on se lance, le Greenfield, Amiens, la grosse usine. Qu'est-ce qu'elle va avoir de différente avec l'usine actuelle de Dole? La ferme, pardon, Le, excuse-moi. Bon, en fait, c'est d'abord plus gros. On atteint grâce à ça une économie d'échelle une vraie rentabilité dans les marchés de masse de l'alimentation animale, donc qui sont surtout celle des chiens et des chats, mais celle des engrais aussi. Alors que le site de Dole dans le Jura va pouvoir se spécialiser dans l'alimentation humaine et un site tout à fait aussi rentable dans ses positionnements plus haut de gamme que l'alimentation humaine. Et donc, le changement, il est sur le volume. Donc, en fait, tu as beaucoup de machines qui sont similaires, mais qui débitent beaucoup plus, et tu en as beaucoup plus en série, enfin en parallèle, je veux dire. Ouais. Donc, ça, c'est un élément. Mais un des éléments qui a évolué, c'est justement la partie informatique qui est plus sophistiquée, parce que là, justement, tu as tellement de flux que tu dois avoir beaucoup plus de niveau d'automatisme. Enfin, l'automatisme est aussi élevé, mais du coup, tu as beaucoup plus de logiciels qui sont présents pour gérer ces flux-là, et ça se fait plus de manière, j'ai pas manuelle, mais à suivi humain plus fort. Tu as beaucoup plus d'automatisme au sein du logiciel. Ouais. La suite. En préparant cet entretien, j'ai pu comprendre qu'aujourd'hui, vous sortiez 1 téra de données par jour. Euh, euh, 1 milliard. Alors, c'est 1 milliard de points de données par jour sur le site d'Amiens. Là, dans les prochains mois, qu'on est un peu en régime, là. Mais là, on commence à en accumuler, mais ça va vite atteindre la vitesse de croisière, ouais, tout à fait. d'accord. Et alors, quels sont les points de données que tu vas chercher? Parce que là, pour le coup, j'imagine qu'entre les conditions de température et de pression, les tests de qualité, enfin, le nombre de données doit être relativement infini. Qu'est-ce que vous vous concentrez sur quoi en particulier? Bah, les données pour des données, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, ce qui compte, c'est de comprendre comment tu peux suivre au mieux la croissance de tes insectes, anticiper des déviations, des écarts. Parce qu'on est sur du vivant, donc en fait, c'est jamais 100% prédictible. Et notre ambition, c'est de se rapprocher de l'asymptote d'une prédictibilité très forte. Et donc, ça demande voilà, tu comprends l'environnement, par exemple, température, humidité dans la ferme. C'est ça qui te permet de que tu es bien toujours à peu près constant et qui ne crée pas des écarts, des sources d'écarts de conditions qui t'amènent des écarts de qualité, on va dire, ou de croissance, de vitesse de croissance de tes insectes. Pareil sur l'aliment, c'est sur les suivis de poids, c'est sur les suivis de. Tu as beaucoup aussi de capture d'image qui te permet D'accord. aussi de faire des suivis de qualité comme ça. Capture d'image, Tester. vous traitez l'image par de l'IA directement Oui, ça prend en fait c'est des photos qui permettent après de te dire tout de suite ce que c'est. Et c'est calculé après sur des bases de milliers de photos qu'on a, Oui. d'analyse d'images qu'on a faites en R&D qui permettent de te dire ça c'est effectivement un insecte, ça c'est plutôt des déjections, ça c'est l'aliment pas encore consommé, je peux encore nourrir, ou je n'ai pas besoin de nourrir, il y a assez d'alimentation, et donc je peux avoir une analyse beaucoup plus rapide et D'accord. rajouter effectivement la recherche. Sur le bac, vous arrivez à savoir à peu près combien Ouais, il y a d'insectes vivants ouais. en bonne santé à un moment Ouais, donné. tout à fait. Ouais. Et ça nous permet d'aller plus vite dans nos prises de décision, effectivement, que les outils, les machines puissent relancer une boucle d'elles-mêmes sans que les opérateurs aient besoin d'eux-mêmes de le voir. Donc ça permet effectivement d'avoir des prises de réaction beaucoup plus rapides et de correction. Et donc, c'est des outils, après, les algos ont été développés en interne par des data scientists ça combine du machine learning plus assez conventionnel. Ça, après, moi, je ne connais pas les détails, je ne suis pas du tout expert là-dessus.
avec des modèles de sciences écologiques, en fait, d'écologie appliquée, d'écologie de population, où tu as en fait des dynamiques qui s'appellent la dynamique des populations, où parce que chaque vague est une population, en fait, avec des traits tu peux modéliser biologiques et que tu peux combiner avec des modèles plus conventionnels de machine learning. Et c'est ça qui nous a permis de mieux calculer ces images à un point T, mais aussi des évolutions par rapport à une image. Quel est le chemin dans les prochaines semaines par rapport Et c'est à… ça, tu fais aussi du prédictif et donc tu es capable de savoir si tu vas respecter tes futures livraisons C'est ça. ou parce que tu as un effondrement d'une colonie, d'un seul coup, tu sais que tu vas être Bon, dans. ça c'est surtout, ça serait ouais, pas effondrement, mais des retards. Tu peux avoir des Ouais, retards de production pour X raisons. Si tu as des arrêts de maintenance, tu nourris moins souvent et du coup, tu vas prendre un retard. Du coup, est-ce que tu peux corriger ça ou des trucs que tu ne vois pas, un retard sans forcément bien noticiable et tu vas quand même créer peut-être un jour de décalage. Comment tu détectes ça rapidement? Comment tu peux compenser, rattraper? C'est ça, le vivant n'est pas prédictible, mais il y a aussi une plasticité qui fait que tu peux corriger aussi des choses au fur et à mesure. Euh, donc voilà, la donnée, elle sert à ça. Elle sert à pas la maintenance préventive avec le fournisseur. Elle sert voilà, et aussi à faire le design de la donnée et ces modèles intelligents de prédiction. C'est à la fois du snapshot et du online, on va dire, et puis du offline pour faire de l'aide à la conception et à gérer tous les flux, à anticiper des flux sur une prochaine installation, un nouveau design, et dire, bah, tiens, bah, voilà, dans ces conditions-là, quelle va être ma capacité, quels sont mes biens à gérer. il y a une question qui a été posée par Bastien Oui. sur la construction de ton Greenfield, là, hormis les permis de construire, quels ont été les grands défis bonjour Bastien, que tu as eu à subir? Comment tu t'en es sorti et est-ce qu'il y a eu des choses un peu particulières que tu pourrais partager pour éviter à nos amis ici présents d'éviter de faire deux fois de refaire la bêtise que vous avez éventuellement faite? On en fait plein, hein, des conneries. Donc, si on part que sur l'aspect construction, oui, il faut travailler. Les autorisations, d'abord, il faut travailler vraiment main dans la main avec les autorités, avec la préfecture, avec les élus. Il faut vraiment monter une task force avec eux, avec vos responsables chez vous, je ne sais pas, HSE, qui suivent les sujets de permis notamment, les opérationnels, parce que c'est des allers-retours permanents sur votre dossier ICPE, que généralement il dit CCP pour des usines, et de permis, pour déjà garantir le temps le plus court de traitement administratif, parce que chaque mois est un mois perdu pour nous, entreprises, et c'est déjà des temps assez longs sur lesquels d'ailleurs on discute et on espère que le projet de loi industrie verte ou d'autres nous permettront de raccourcir les temps administratifs des projets en France pour être plus compétitifs par rapport à d'autres pays européens. Mais donc là, il faut vraiment travailler, il faut être présent, faire du travail avec les élus le ou la préfète et ses services parce que c'est clé pour être en labile et être en bonne relation avec eux et répondre à leurs attentes le plus rapidement possible. Et puis avec les autres parties prenantes comme les SDIS, les pompiers, tous ces là, les assurances, pour pas avoir des surprises tardives. Parce que nous, on a des trucs, on a dû changer les éléments de design pour les éléments incendie, risque incendie, parce qu'ils nous ont rajouté des trucs pour se mettre ceinture et bretelles avec des sprinklers dans tous les sens, par exemple. Donc ça, voilà, il faut l'anticiper le plus possible. Ça, c'est un élément clé. Et après, il faut beaucoup travailler. Pour les fournisseurs, il faut bien définir votre projet et des différents lots. Quand on fait une nouvelle usine, ce qui était compliqué pour nous, c'est faire une toute nouvelle usine, avoir des gens qui vous donnent des garanties de CAPEX ou de planning, c'est hyper compliqué. Mais il faut arriver à structurer les choses pour avoir le plus de contrôle possible en gestion de projet, une maîtrise d'œuvre générale qui vous accompagne, des assistants de maîtrise d'ouvrage qui vont aider à challenger les différents constructeurs, enfin opérateurs qui vont arriver et vous amener des logiques et faire la synthèse de tout ça. Tout ça, c'est complexe, mais ça dépend de la taille aussi du projet industriel. Mais il faut une équipe, il faut une structure de projet vraiment béton. Il y a un suivi très fort, notamment des coûts et du planning. Et, et il faut aller chercher. En France, justement, c'est l'intérêt, là, c'est de se marier,
groupé avec de la French Tech d'un côté, avec la French Fab, qui est tout cet écosystème de boîtes familiales, notamment des ETI, des PME, qui sont des gens spécialistes de la maçonnerie d'un côté, la chaudronnerie de l'autre, de tuyauterie, tout ce qui est utilité, VRD, construction. Enfin, vous avez plein de groupes qui vont être et qui seront plus actifs, plus engagés aussi que des grands groupes, du CAC 40 ou du SBF 120, et à qui vous aurez plus de facilité à travailler, parce que vous allez très vite pouvoir parler au patron, au patronne, au fondateur, celui qui a repris la boîte de son père et grand-père, etc., et qui défend à fond sa boîte et qui peut prendre parfois des risques là avec vous aussi et plus vous accompagner. Donc, il y a un vrai enjeu que finalement, les startups, quand on construit des usines, on est des donneurs d'ordre et donc on doit créer tout un écosystème de fournisseurs. Et ces fournisseurs, cet écosystème, il existe avec l'écosystème de la French Fab. Donc, il faut en être proche de ça. Et l'élément après, c'est qu'il faut vraiment bien recruter parce que, à moins que vous soyez des directeurs d'usines, vous-même des usines, construire des usines. Moi, ce n'était pas mon cas. Il a fallu recruter des gens qui connaissent parfaitement la construction d'usines, la direction de projet, dans l'ingénierie, dans les opérations, dans Tu peux pas passer par l'agroalimentaire. un cabinet, parce qu'il y a des cabinets qui te font ça aujourd'hui, qui te créent ton usine clé en main, enfin qui te vendent ton usine clé en main. Vous l'avez fait en solo, vous n'êtes pas passé par ces cabinets-là? Tu veux dire d'ingénierie, de cabinet Ouais. d'ingénierie clé en main? C'est plutôt des maîtrises d'œuvre générale. Personne ne faisait ce qu'on faisait, donc c'était impossible d'avoir un clé en main. Donc, c'est nous qui avons du tout spécifié avec des technologies standards, mais il fallait faire toute cette synthèse-là. Demain, il y aura des clés en main, effectivement, avec une, deux usines, on commencera à avoir des clés en main qu'on pourra, nous, transmettre à une ingénierie qui, lui, pourra après garantir vraiment et développer ce clé en main-là. Mais là, quand tu développes un truc, c'est impossible. Donc, tu vas aller chercher plein de combinaisons de métiers et tu vas aller chercher une maîtrise d'œuvre générale transverse, un grand cabinet d'ingénierie, comme on a pris. Et après, tu vas prendre des assistants maîtrise d'ouvrage qui bossent vraiment avec toi sur quelques métiers clés, quoi. Et Dans sur la thermique. l'intégration des outils numériques, c'est une question de Grégory, parce que c'est vrai qu'il y a quelques vendeurs du temple qui te vendent des solutions qui sont censées faire papa, maman, le café et l'addition. Vous avez pris quel biais? Vous êtes plutôt parti sur un data lake avec plein de software SaaS qui viennent se connecter et vous êtes maître de votre donnée, du traitement de votre donnée. Vous avez pris un MES qui a tous les modules et qui fait tout sur le plafond. Entre les, On a une interface, on a une suite de logiciels. On a un ERP en haut qui est Sage, où il y a pas mal d'éléments dedans. Il y avait des éléments de production dedans. C'était un choix qui a été fait. Il y a une interface très forte du coup avec le MES derrière, Ouais. Wonderware, où on a donc spécifié beaucoup de choses, mais c'est un outil existant qui est très bien. Et après, en dessous, tu as tous les modules faits par les SCADA et le pilotage dans l'usine, en fait, l'interface homme-machine et les premiers niveaux de synthèse. Et avec nous, on a pris la décision aussi, comme il y avait plein de corps de métier et plein de gens différents, on a imposé à ce que tous, en tout cas dans la partie hardware, soient dans le standard Siemens. Donc, on a imposé que ce soit du Siemens partout et qui facilite l'interopérabilité en fait derrière aussi même D'accord. hardware et logiciel. Donc ça c'était un élément clé aussi du volet data et logiciel, où Siemens peut aussi nous accompagner d'ailleurs, on regarde à faire plus en termes de suivi de données. Et puis tu as une brique aussi avec Dassault, et je ne sais plus sur quoi, j'ai un peu de mémoire. Et nous, après, on a notre brique à nous interne de data science qui vient chercher de la donnée. Ouais, bien sûr, mais là, c'est cœur de métier. Ça Voilà. existe pas sur étagère, et au contraire, même c'est un Non. avantage concurrentiel de dingue. Donc, c'était à développer par vous-même. On Ouais. estime aujourd'hui que le bench sur un budget IT actuellement dans l'industrie, c'est autour de entre 4 et 5 de chiffre d'affaires. McKinsey s'attend à ce que ce soit à 10 d'ici 2030 et chez Tesla ou Groupe Schmidt, c'est déjà autour de 15. Vous êtes plutôt dans la partie basse ou dans la partie haute Attends, j'ai pas compris. C'est quoi, tu dis ça? Ce qui est ce 15%, 4%, c'est le… 15%, c'est ton budget IT versus le chiffre d'affaires. Ah. Ah, C'est une très bonne question. Parce qu'en plus, l'IT, donc nous, c'est une élection IT-OT, donc qui centralise l'ensemble ouais. depuis les ordinateurs du bureau, la cybersécurité, l'ERP jusqu'à vraiment les automatismes. Donc, c'est assez large. Je n'ai pas en tête
le budget de cette équipe-là, très précisément. Rapporté au chiffre d'affaires dans la Mais division. rapporté au chiffre d'affaires et la projection là, à pleine capacité, c'est une bonne question. Je pense que ça m'étonnerait que ce soit du 2-3%, mais je pense du 15%, ça me paraîtrait beaucoup ouais, aussi. Donc, Ouais, mais ce n'est pas forcément nécessaire dans votre activité non plus. Mais tu non, penses non, je pense que ce ne serait que pas ouais, vous autant êtes de ça, c'est du c'est bench quelques actuel, pourcents, quoi. mais ça m'étonnerait que ce soit 2-3%, en fait, plus que ça. Ouais. Ouais. OK. Bah, c'est super intéressant. Il nous reste 5 minutes, donc il va falloir faire vite. Si on parle un peu Il y avait des d'actualité, questions. ouais, ouais, alors les questions, je les ai posées au fur et à mesure. Si on parle un peu d'actualité, il y a eu à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle qui sont arrivées là, au cours des dernières semaines. La bonne, c'est la nouvelle levée de 160 millions d'euros. Donc, félicitations. Vous en êtes à combien de levées là, depuis 2012? Tu combines nos tours, comme c'est du aussi, comme tu fais de l'industrie, tu as l'intérêt par rapport au logiciel de faire plus facilement de la dette, entre guillemets. Tu as des assets. Donc, Oui, on bien a sûr. toujours Ah oui, il y a des une actifs. combinaison de dette et d'equity. Ça fait à peu près 600 millions de financement en dette et d'equity. Ouais. Ouais, c'est énorme. Donc, Euh, ça fait un financement important. Et le 160 millions dans l'environnement d'aujourd'hui, c'est ouais, exceptionnel. ça a été assez exceptionnel parce que là, c'est très compliqué avec le redressement des marchés, enfin, le raidissement très fort des marchés et l'augmentation très forte des taux. Les attentes de return des investisseurs deviennent assez délirantes. Et donc, et c'est ce qu'on alerte avec Startup Industrie, là, qui est donc notre, comment dire, on va dire un peu le début d'interpro des startups industrielles pour défendre l'intérêt de nos entités qui sont différentes de celles du digital. Et c'est justement qu'on risque d'être les premiers impactés par ce mauvais contexte financier parce que le digital pourra toujours arriver à être un peu plus lean et faire moins d'hypercroissance et rentrer dans des Les attentes de besoins return à d'investissement 30, initiaux sont 35, plus 40. simples, hein. Ouais, c'est plus simple, mais même enfin, faire du return du 30 à 40% de return par an quand tu es en seed, même dans l'industrie, c'est possible en série A, mais en série B, C, F, D, c'est impossible. Donc, on risque d'avoir un tarissement très fort des investissements equity dans les startups industrielles parce que les investisseurs, en termes d'allocation de financement, en ce moment, ils n'ont aucun intérêt à le faire parce qu'ils ont d'autres boîtes qui le font. Au pire, ils investissent moins. Enfin, ils restent dans le digital ou ils investissent moins. Ils attendent on va dire que ça passe et que peut-être dans 1 an ou 2 ou 3 ans, ça ira mieux. Donc, l'État fait beaucoup, pas qu'en subvention, mais avec les fonds de fonds, le Fonds national de venture industrielle, le nouveau SPI, le fonds SPI, mais tu auras aussi, on espère, les fonds TIBI 2. Mais ça risque de devenir préoccupant. Donc, nous, on y est passé, tant mieux. On a réussi à démontrer, voilà, justement, des choses concrètes, quoi, que la performance, elle est là, sur le site du Jura, sur le site, sur le début du site d'Amiens, les premiers ateliers, sur le site aux États-Unis. On performe plus que prévu. On a des contrats commerciaux de plus en plus importants. Et donc, on peut montrer une atteinte de rentabilité assez rapide. Mais c'est vrai que le site qu'on avait acheté aux Pays-Bas, la partie production, elle était vraiment plutôt très en retard par rapport à ce qu'on pouvait faire, malgré pas mal d'investissements. Donc, c'est là où on a dû décider de l'arrêter parce que ça devenait trop difficile à trop stretch, quoi. Donc, Ouais, les personnes peuvent être, on leur a proposé pour certains d'aller à Amiens, d'aller aux États-Unis, parce qu'il y a des bien postes sûr, ouverts. ouais, Après, pas facile avec la barrière de la langue parce que bien certains, sûr. c'est le territoire euro, ne parlent même pas forcément anglais. Donc, pas simple. Donc, mais voilà, ça reste un centre d'excellence aux Pays-Bas parce qu'il y a des chercheurs et des compétences hyper fortes là-bas qui continuent. Et en France, du coup, on a fait un plan, la plan de départ volontaire qui est en cours. Hein, ça prend beaucoup, beaucoup plus longtemps. Bien sûr. Et ça permet de dire, il y a certains métiers qu'on va faire moins. Et c'est que les prochains projets industriels vont être beaucoup à l'étranger dans les 2 ans. Donc, on aura plutôt des équipes locales et moins d'équipes en centrale. Bien sûr. Et puis aussi, on est dans une fin de cycle avec le chantier qui est terminé ou quasiment terminé. Il y a la production d'un côté, il y a un plan de productivité, donc il y a des métiers qui s'arrêtent naturellement. Et comme les prochains projets sont plutôt pas à côté, du coup, il y a aussi pour certains ingénieurs ou automaticiens, il y a moins d'activité, il y aura même plus d'activité pendant un temps. Donc, nous, voilà, Oui, bien sûr. on ne pourrait Là, pas là- permettre là, de ton lever à certains temps. l'avenir, là, ça va être la multiplication des sites de production. Donc, vous avez le playbook maintenant, il faut dupliquer. Et donc, vous allez vous lancer dans différents pays, c'est ça? Et justement, l'idée aussi d'être précautionneux sur le cash, face à la fois ça et en même temps la demande, c'est des projets qui sont en joint venture, voire des licences où tu dépenses moins de Bien capital. sûr. Et tu peux commencer à appliquer un process book, un playbook qui commence à être solide avec ce que tu as comme expérience. Et là, on a plusieurs négo avancés. On l'a annoncé, c'est le Mexique,
elle est très avancée. On est quasiment au bout de site, les term sheets sont signés et on a vu, j'étais la semaine dernière justement pour voir plusieurs sites d'implantation. Là, on est en train de finaliser la première implantation cœur, donc approche de Mexico City. Et on a d'autres projets qui sont, je ne peux pas citer, mais qui avancent pas mal derrière et certains sont en Europe et la plupart sont quand même en Europe. Donc c'est très bien. Nous, on ne va pas en faire 36 parce que quand tu développes c'est comme un pipeline commercial. Tu développes un pipeline commercial, là, on a à peu près 1 milliard de valeur de négo commercial en ce moment. Bah, c'est sûr que tout ne convertit pas à la fin. Donc, tu as toujours intérêt d'avoir un pipe pour à la fin de sécuriser suffisamment de demandes. Pareil dans ces projets de JV ou licence, tous ne convertissent pas au fur et à mesure. Certains marcheront plus pour X raisons, finalement réglementaires, finalement de financement, finalement changement de stratégie du partenaire. Enfin, peux voir mille raisons. Comme un investisseur, hein. Tu as un pipeline d'investisseurs, tu en rencontres plein et à la fin, bah, tu signes avec quelques-uns dans un consortium, enfin, dans un groupe, quoi. C'est clair. Je vais te poser la dernière question. C'est là, au cours des 40 dernières années, quand tu allais dans l'industrie, c'est que tu étais le dernier de la classe, tu étais assez peu considéré. Quand tu as fait le choix d'y aller il y a une dizaine d'années, à un moment où ce n'était pas sexy, toi, quel serait ton conseil si si tu avais un jeune en face de toi ou une jeune qui se pose la question de ce qu'il va faire dans sa vie, pourquoi il devrait venir dans l'industrie selon toi? Oh, il y en a plein. Déjà, enfin, le truc le plus terre à terre, a priori, tu es mieux payé dans tous les cas dans l'industrie, dans les services. Donc, quand tu commences ta carrière, que ce soit bac pro, BTS, ingénieur, tu gagnes mieux ta vie. Donc, ça, c'est un premier élément très concret. Ensuite, je pense que tu vois, bah, tu n'es pas derrière toujours un écran. Enfin, tu es dans une usine, donc rien que physiquement, tu marches, tu vois des choses, tu observes des choses et tu vois du concret. C'est-à-dire que tu vois pas sur ton ordinateur, ça tous les jours, tu vois des produits qui sortent. Et dans l'industrie, eh ben, tu vois as des réponses concrètes à tous les grands enjeux, justement, climatiques, souveraineté. Donc, tu as un sens au travail, je pense, qui est beaucoup plus fort aussi. Et comme les jeunes sont beaucoup en recherche, et très bien, à juste titre, pas assez de raison d'être et de sens, là, tu le trouves tout de suite, c'est évident. Parce que dans le lycée, tu peux te retrouver entre le modèle financier, comment tu gagnes de l'argent, les modèles premium, freemium, etc. À la fin, après, concrètement, ça peut être plus compliqué à comprendre. Alors que là, tu achètes des matières premières, tu les transformes, tu fais des produits finis, et tu vois les choses. Donc, c'est du concret, du solide, c'est plus vivant. C'est très technologique et c'est l'industrie du futur, comme on dit, elle est là. C'est comme un peu des films de science-fiction. Moi, mes collègues, ils sont dans des tenues, on dirait des cosmonautes, effectivement, qui garantir la sécurité, leur protection, l'hygiène, la sécurité et autres. Et puis, tu sais, c'est la gamification aussi, que tous sont sur maintenant, tu pilotes l'usine par des tablettes. Donc, en fait, pour des jeunes aussi qui sont nés avec un smartphone dans la main, ben en fait, c'est le même type d'interface et tu pilotes ton usine, voilà, tu passes, tu scannes ton QR code de l'équipement, tu vois la performance de l'équipement directement dans ta tablette. Donc, tu as un pilotage beaucoup plus léger. Donc, l'usine, c'est propre, comment dire, tu es bien protégé, tu fais plus apporter des charges lourdes parce que tout est Non. automatisé. Donc, tu n'as pas la pénibilité, voilà, elle n'a rien à voir. Et justement, tu n'as pas la pénibilité d'être toujours assis derrière un ordinateur. Tu es plutôt, as une activité c'est plus physique et Sédentaire. plus concret. Ouais. C'est moins sédentaire et tu as quand même ces outils-là qui te permettent c'est plus convivial du coup. C'est plus convivial. Donc, je pense qu'il y a plein, voilà. Il y a énormément d'atouts et donc du coup, ça s'ouvre beaucoup plus à tout type de profil. Tu n'as pas besoin d'être justement avant hyper sportif pouvoir porter des charges lourdes, notamment avoir des grosses pénibilités. Donc c'est pour tout le monde, quoi, des jeunes, des plus anciens, des hommes, des femmes. Ça rediversifie beaucoup plus, je pense, le profil que tu peux retrouver dans les usines. Ouais, je pense que tu vas recevoir plein de CV là, de la part de petits jeunes qui vont On en a chercher des stages quelques-uns à déjà. gauche. Et Tu on dois en en a, on avoir a peut-être besoin pas mal. encore. Vous êtes, On a encore besoin vous êtes d'opérateurs. suffisamment médiatique. Écoute, Antoine, merci beaucoup pour ce passage. J'ai trouvé ça absolument passionnant. J'ai appris plein de choses. On va te rendre à tes scarabées Molitor. Pour ceux que ce webinaire a intéressé, je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur la plateforme industrie.org
où vous pouvez avoir ce type d'échange, accès à des actualités sur l'industrie 4.0, des formations gratuites. Donc, à très vite sur industrie.org. Merci beaucoup, Antoine, et je te souhaite une excellente journée. Merci, merci à tous les deux, merci à tous pour la discussion et à bientôt. Merci, Antoine. Vous pouvez m'envoyer un message. Merci, à très vite. Allez, Salut. merci, bonne journée. Merci à tous. À Merci, bientôt, Antoine. au revoir.